Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, Correcteur News avec Yemoko Krachou. Honorable, la ville de Goma s'est réveillée le week-end dernier avec cette coulée de lave suite à l'éruption volcanique qui Nurangongo. Vous, élu national, quel message de compassion pouvez-vous lancer à toute cette population? C'est vraiment triste d'apprendre encore une fois que la ville de Goma a été encore une fois victime suite à l'éruption volcanique qui a eu à décimer plusieurs maisons et qui a causé plusieurs victimes de nos confrères. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères congolais, nos frères et sœurs congolais de Goma. Comme si cela ne suffisait pas, il n'y a pas longtemps que le Nord Kivu a été victime de l'épidémie Ebola. Après Ebola, il s'en est suivi l'épidémie de coronavirus. Après coronavirus, bon, il y a la guerre qui ne cesse de se terminer. Il y a des exactions qui sont en train de se perpétrer au niveau de Goma. Et ajouté à cela, maintenant, il y a cette éruption volcanique qui vient encore une fois causer le malheur dans cette ville, dans la province du Nord Kivu. Donc il y a de quoi être de cœur. Nous sommes de cœur avec nos frères de Goma. Nous sommes en prière avec eux. Et je crois que Dieu aidant, cette éruption volcanique pourra peut-être une fois de plus prendre fin. Et je crois que ce que nous pouvons demander aux autorités gouvernementales, à notre exécutif, c'est de doter les gens qui sont chargés de suivi, de faire le contrôle du suivi du fonctionnement du volcan, de leur doter du matériel nécessaire et des moyens nécessaires pour que la population commence à être avertie bien avant. Comme vous le savez, c'était une surprise pour tout le monde. Et quand nous voyons les organisations internationales, ils disent qu'il y avait un problème de moyens que notre gouvernement n'avait pas mis à leur disposition. Je vois, comme on l'a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est mieux qu'on commence à prévenir certains dangers. Oui, pour quitter Goma, pardon, pour ne pas vous prendre aussi beaucoup de temps, il y a ces débats qui est né. L'initiative de l'ancien candidat président Tchani proposant cette loi-là sur la congolité, si on peut le dire ainsi. Vous, en tant qu'élu national, comment jugez-vous ou soit analysez-vous cette proposition de Tchani? Je crois que M. Tchani, que je respecte bien, étant un ancien candidat à la présidence, je crois qu'il est en train de vivre tout bonnement aux États-Unis, là où il est. Il mange à ses propres fins, mais il ne connaît pas la vraie réalité du peuple congolais. Il ne connaît pas le besoin urgent du peuple congolais. Il ne connaît pas les besoins urgents de notre pays où nous sommes. Nous avons certaines priorités qui sont liées à l'infrastructure routière. Parce que quelqu'un qui est à Kinshasa, il ne sait pas quitter par véhicule de Kinshasa vers Kananga. Quelqu'un qui est à Kananga, Mbujimaï, il ne sait pas quitter Kananga et aller à Lubumbashi ou au Kivu par véhicule, et même pas par moto. Donc voilà un peu certaines priorités que nous pouvons mettre à la portée de notre institution, de notre Parlement. Parler de ces propositions de loi qui concernent la nationalité, c'est une forme de discrimination qu'on voudrait apporter à certains Congolais. Et là, on ne peut pas se voiler les yeux. La personne qui est visée dans les propositions de loi de M. Tchani, c'est la personne de Moïse Katumbi. Et quand on vise Moïse Katumbi, on cherche à diviser les gens au sein de l'union sacrée. On sait que
si on écartait bien avant Moïse Katumbi, il sera découragé et que même au niveau du Katanga, au niveau des provinces swahiliphones, ces gens-là peut-être découragés de voir peut-être leur autorité morale être débarquée des enjeux politiques. Ils peuvent aussi se désolidariser de l'union sacrée. Voilà un peu, au départ, quand on a mis sur pied, on a eu à mettre sur pied l'union sacrée, le même Tchani était parmi les rares des personnes à critiquer l'avènement de l'union sacrée. Il se disait que l'union sacrée ne pouvait pas pondre quelque chose de bon et que l'union sacrée, c'était un éléphant qui allait mettre bas une souris. Maintenant que l'union sacrée est devenue une réalité, le voilà encore passé à d'autres propositions de loi qui ne cadrent pas avec le besoin urgent de la population. Ici, il s'agit du social. Comment est-ce que la population congolaise peut nouer les deux bouts du mois? Il faudra améliorer le social. Nous avons affaire à des militaires qui sont très mal payés. Ils ont des minimes salaires. Nous avons les fonctionnaires de l'État qui sont très mal payés, qui ont des minimes salaires. Il y a le SMIC qui n'est pas bien appliqué jusque-là. Hein? Les mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'application du SMIC ne sont pas présentes. Voilà un peu le point sur lequel lui, en tant que ce n'est pas économico-financier, pouvait peut-être mettre à la portée de notre population et non pas nous distraire avec des lois qui vont éveiller certaines haines pour que nous, Congolais, nous puissions, au lieu de voir comment booster notre économie de l'avant, mais il veut booster la haine. Il veut booster la haine. Je crois que c'est une proposition de loi qui n'est pas la bienvenue. Et vous verrez que c'est une proposition de loi qui risque de diviser l'opinion au sein même du palais du peuple et au sein même de la communauté congolaise. Voilà un peu de moi ce que je peux vous dire, c'est-à-dire la proposition de loi qui voudrait être mise par Noël Tchani, elle est mauvaise et n'est pas la bienvenue. Le peuple congolais lui-même, il est déjà mature, il sait qui est-ce qu'il faut voter. En France, vous pouvez être congolais, vous postulez, mais vous n'allez pas passer puisque les Français même, ils savent que celui qu'il faudra voter, c'est elle, c'est X qui se bat pour les intérêts de la nation. Hein? Donc, le peuple congolais est déjà mature. Lui, il a tenté d'être président. Il n'a pas été élu. Il n'a qu'à se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas été élu. Voilà un peu de moi ce que je peux vous dire en ce qui concerne la proposition, la mauvaise proposition de loi qui a été initiée par M. Noël Tchani. Et pour conclure, si nous devons recadrer, ou mettre certaines précisions en ce qui concerne la nationalité, nous qui sommes du Katanga, du territoire de Kambov, chez nous, parmi les parents, le parent en qui nous avons confiance, totalement confiance, c'est la maman. Et il n'y a que la maman qui connaît la vérité, qui connaît le vrai père de tout enfant. Donc, aucun Congolais ne peut se prétendre être enfant de X ou Y père congolais. Là, il faudrait qu'il y ait un test ADN pour attester que réellement, X Congolais, il est né d'un père tel. Mais la mère, là, il n'y a pas de problème. Donc moi, je crois que, en toute honnêteté, on pouvait bien dire que le vrai Congolais, c'est lui qui est né d'une maman congolaise. Le papa, il faudrait des tests ADN pour l'attester. Il faudra que la maman puisse. Nous connaissons plusieurs couples qui ont des sérieux problèmes et plusieurs autorités qui ne sont pas nées de leur soi-disant papa. Donc c'est encore une matière qui nécessite encore même l'intervention des hommes des sciences médicales pour qu'on puisse attester si réellement X Congolais. Et s'il faudrait procéder au test ADN, on verra même certains Quinois qui auront comme parents les Congolais de Brazza. Voilà un peu ce que je puis dire. Donc c'est une matière qui est trop glissante. Nous demandons à M. Noël Tchani de bien bouffer ses hamburgers aux États-Unis, là où il est, et de nous laisser nous battre. Nous sommes partis
de la coalition FCC-CACH, maintenant que nous nous sommes battus pour instaurer l'union sacrée, incarnée par une vision d'un digne fils du pays qui est le président Fatou Tshisekedi, qui lui-même a demandé à ce que nous puissions alléger les mesures pour que nous puissions trouver une fois pour toutes les mesures pour nos frères congolais qui ont cette double nationalité, du fait qu'il y a ceux-là qui étaient partis en exil, du fait qu'ils étaient pourchassés par l'ancien régime, d'autres qui étaient condamnés. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons à ce que ces gens-là puissent recouvrer totalement leur nationalité congolaise, mais lui voudrait encore mettre des cheveux dans la soupe de l'Union sacrée. Merci. Merci. Honorable, le week-end dernier, toute la République, en particulier la partie Est, la ville de Goma, s'est retrouvée avec une coulée des larmes due à l'éruption de ces volcans en Nyiragongo qui a pris de surprise à toute la population dans la soirée. Vous, élu national, quel message pouvez-vous lancer à toutes ces familles? Bon, premièrement, d'abord, nous déplorons la situation qui s'est passée au niveau de Goma. Vraiment, c'est très déplorable parce que des vies humaines sont parties comme ça, par surprise. Et il y a un déplacement massif de la population, dans tous les sens, s'il faut le dire. D'autres qui vont vers Bukavu, d'autres qui vont sur le Rwanda, d'autres qui tentent d'aller encore sur Beni Butembo. Vous comprenez que aujourd'hui, c'est la phobie, c'est la terreur qui s'est installée dans la ville de Goma parce que la ville est devenue une ville incertaine pour la survie de l'homme. Et tout ça, c'est à cause de la situation de catastrophe qui s'est produite par le fait que la nature s'est arrangée à faire, parce qu'on ne peut pas interdire la nature de faire ce qu'elle veut faire. Et cette situation, en principe, ça demande une intervention. Malheureusement, pour moi, ce que je constate, c'est que les services voués aux études de système sismique n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Parce qu'il faut dire la vérité à sa place. Si on avertissait aux gens avant le temps qu'il y aura un mouvement, peut-être qui va se passer, déplacez-vous, quittez les milieux, telle zone quittée, c'est la zone rouge. Ça allait aider aujourd'hui la population à ne pas perdre beaucoup de choses. Vous indexez l'observatoire volcanologique de Goma alors que l'observatoire a dit qu'il n'a pas de moyens depuis 2020. Il alertait, mais personne ne lui donnait les moyens. Un mot aussi par rapport au gouvernement qui devait mettre aussi l'observatoire dans les bonnes conditions de travail. Évidemment, que ça ne soit pas, il faut qu'il y ait d'abord. Parce que comme observatoire volcanique, il devait mener les études comme il se devait. S'il n'avait pas les moyens nécessaires pour faire son travail, est-ce qu'il a déjà fait un rapport pour ça? Et est-ce qu'il avait fait un rapport pour ça? Ça aussi, parce que c'est bien de dire que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Est-ce que les individus étaient à la hauteur de leurs tâches, comme il se doit? Parce que pour alerter le gouvernement, ça veut dire qu'il y a le gouvernement d'abord qui est sur place. Est-ce que le gouvernement peut accepter que sa ville soit décimée en une journée, en une minute, et laisser ça comme ça, et faire tuer les gens gratuitement? Non. Je ne peux pas le vouloir. Moi, comme élu, je ne peux pas le vouloir. C'est une situation vraiment très catastrophique aujourd'hui. Les tremblements continuent jusqu'au moment où nous vous parlons. Chaque 5 minutes, il y a les tremblements. Et il y a fissures partout dans la ville de Goma. À l'hôpital général, il y a une fissure, l'eau coule déjà, l'eau sort du sous-sol. Et comprenez les conséquences. Donc, la ville peut s'effondrer à tout moment. À tout moment. Et là, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement central. Et heureusement, ils ont tenu la réunion de crise pour aller secourir la population, pour aller secourir les milieux. Et nous attendons voir que vraiment que cette intervention soit une intervention conséquente par rapport à la hauteur de ce qui se passe actuellement dans la ville de Goma. Honorable, Vital Kamerhe propose une réunion entre les acteurs politiques, les hommes de la République, les zones horaires
Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Martin Faye pour trouver la solution cadencée. Est-ce que vous êtes d'avis avec son point de vue? Bon, si c'est pour calmer le volcan, je dirais oui, mais c'est les catastrophes naturelles. Quel rapport avec la politique? Je ne trouve pas qu'il y a un rapport quelconque avec la politique pour calmer le volcan. Actuellement, il y a l'urgence qui s'impose. Ce ne sont pas les réunions qui peuvent être une suite favorable actuellement. Les réunions, oui, mais pour atteindre quel objectif? C'est ça les. Donc présentement, nous voulons voir l'intervention, d'abord déplacer la population et voir où est-ce que ça va finir cette histoire de catastrophe naturelle. Ça, ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire de catastrophe naturelle. Entre la nature et l'homme, on se bat comment? Le rapport de force est comment? Vous comprendrez que la réalité aujourd'hui, laissons un peu nos aspects politiques, mais avançons dans l'aspect où on doit secourir. L'urgence s'impose, on doit une intervention humanitaire d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui sont au Rwanda, comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils dorment? À la belle étoile. Parce qu'ils n'ont pas déménagé avec des maisons. Et là aussi, vous devez comprendre que, en tout cas, l'intervention humanitaire serait encore très demandée par cette population. Alors, le message, moi, est-ce que vous soyez pour que Benjet Kukule, Bandili Kukule, Okushikie directement par rapport à Moluba Faransa? Bon, kwa ukweli sijui kusema kudeplore kwa Kiswahili, tuna deplore situation yenye tunafanyikana kwa Goma kwa sasa hivi, lakini situation yenyewe inaacha leo watu wengi wanakimbia manyumba zao zinalungula, watu wengine wanakufa. Kunakuwa hata watu wengine wanatamani kurudi kumakwao, hakuna tena, moto kingali bado na nini, na ukaangalia depre kuna bado nini, udongo ikingali natetemeka, tremblement de terre ikingali na continue. Alors ile yote natia kama vile ya Goma kwa leo kabisa, iko vile nyewe kuishi ndani na kuwa na incertitude kidogo. Alors tungeomba na wale wanakuwa wanajihusu na ile kazi ya kuetudie le mouvement sismique ya volcan, wapime kuangalia, walete réponse adéquate kwa population, kwa sababu waishi ndani ya amani. Kwa sasa hivi manyumba zinalungula, hakuna kitu, watu wanakimbia huku na huku, hakuna. Unaona kabisa ni tabu sana kwa population ya Goma, lakini tunalia pamoja, tunakuwa unjetu maishani kule, tunalia pamoja, vraiment tunawapatia pole sana, pole kwa hiyo. Puis, honorable, le week-end dernier, la République soit comment se réveiller avec cette journée de larmes presque décimée une partie de la vie de notre territoire voisin. Vous, en tant que président national, quel message vous avez lancé dans cette catastrophe naturelle qui s'est passée? Je crois que comme tout le monde, vous savez, moi je suis de l'Est. On peut dire que c'est comme le corona aujourd'hui. On vit avec le volcan. Le Nord Kivu, c'est depuis les années 47, 77, 2002, et maintenant voilà, 2021. Nous présentons notre message de compassion et de condoléances à ceux qui ont déjà perdu de l'air. Et nous pensons qu'il est temps que le gouvernement s'en occupe. Et nous disons d'abord merci au chef de l'État qui a écouté son séjour en Europe pour venir ici au pays, suivre et assister la population sinistrée avec les calamités, les catastrophes naturelles, l'éruption volcanique au Nord Kivu. Vous m'avez suivi avant-hier, hier même, je parlais de ce problème à l'Est et j'avais écrit au gouvernement il y a 3 à 5 jours en disant il faut aussi mettre dans votre priorité les aéroports de la région. Dans la région, il y a des bons aéroports. Quand ils voient Kindu, Kalemi, Lubumbashi, Kisangani, Goma, sauf Bukavu, le Sud Kivu, qui n'a pas d'aéroport, désolé. Et quand vous regardez dans les pays voisins, Kigoma, c'est tout près de Kalemi, tout près de Uvira, au Sud Kivu, Bujumbura, Kamembe, c'est le Rwanda, Kigali, c'est le Rwanda. Tous les aéroports sont modernisés, sauf l'aéroport de Goma.
Pourtant, l'aéroport de Kavumu est au centre de tous ces aéroports-là. Ça peut être un aéroport de secours, on peut dire dépannage en cas de difficulté d'atterrissage, en cas de problème de panne. L'aéroport de Kavumu peut être utile pour cette région. Et voilà le cas du Nord Kivu. Nord Kivu, on venait d'investir beaucoup de millions pour l'aéroport de Goma. Et l'aéroport ne le construit pas pour une année, 10 à 5 ans, c'est pour une centaine d'années. Mais on risque de perdre cet investissement parce que le lave s'est arrêté à environ 1 km, 2 km. Donc ce sont des risques. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé, on ne sait pas si c'est pour longtemps ou pour quelques jours. J'espère que c'est pour quelques jours. On a réouvert l'aéroport de Kavumu. Mais l'aéroport de Kavumu ne peut pas recevoir les gros porteurs. Ce sont des petits porteurs. On ne peut pas avoir des avions de ligne, comme on dit, des avions de gros tonnage. Pourtant, si l'aéroport de Kavumu était modernisé, ça pouvait aider le Nord Kivu. En cas de problème au Nord Kivu, les gens peuvent voyager par Bukavu. C'est 15 minutes de Goma. Et à partir de Bukavu, on peut même partir par bateau ou par route. J'ai même écrit dans la lettre qu'il faut réhabiliter les routes d'intérêt commun d'interconnexion. Il y a la route RND. La route numéro 2 quitte Bukavu jusqu'à Shabunda, Mwenga, Maniema, Lokatanga. Et de Bukavu encore, ça va jusqu'à Goma. Goma avec Kisangani, pour rejoindre même la RN1 à partir de Katanga. Donc, la route numéro 3 aussi également, c'est pour rejoindre Kisangani à partir de Bukavu en passant par Walikale, c'est le Nord Kivu. Si, à mon avis, les routes là sont réhabilitées, ça peut aussi permettre l'évacuation facile. Parce qu'en cas d'évacuation de la population du Nord Kivu, s'il n'y a pas d'aéroport à Kavumu, s'il n'y a pas la route RN2 réhabilitée, la RN3 réhabilitée vers la population faut. Donc, j'encourage le gouvernement. Il y a au moins 7 ministres et une délégation pour palper la réalité sur le terrain, pour venir en aide de la population, pour prendre des dispositions utiles pour laquelle à venir on puisse être prêt à réagir. Une dernière question, peut-être pour retourner à la question de l'aéroport de Kavumu. Il y a beaucoup d'années déjà passées, on parle de cette problématique-là de l'élargissement, de la modernisation de l'aéroport de Kavumu. Mais aujourd'hui, quelques années, qu'est-ce qui bloque? C'est au niveau du gouvernement central qui bloque. Donc, on ne sait pas. Moi, je peux dire au gouvernement central, parce que le gouvernement central, c'est lui qui décide. Et les aéroports, c'est comme un patrimoine national. Donc, l'aéroport de Kavumu résulte du gouvernement central qui doit décider. Vous savez, l'aéroport de Kavumu, on en parle de ça depuis une dizaine d'années. Et je crois que si aujourd'hui le gouvernement disponibilise même moins de 50 millions de dollars, on peut allonger les 800 mètres, parce qu'à Kavumu, nous avons 2200 mètres. Si nous avons 3000 mètres, c'est ça le standard, les normes d'un aéroport. Et on construise le tour de contrôle, l'aérogare. C'est comme ça. Mais si nous avons d'abord la piste aujourd'hui, nous pouvons recevoir les gros porteurs. Et après, on peut continuer à moderniser l'aérogare et autres. Vous savez, aujourd'hui, partout au monde, on ne parle plus des aéroports, on parle des aérovilles, aérovillages. Vous arrivez dans un aéroport, vous avez tout. Et je peux vous dire que tous les aéroports du monde, Kavumu est le meilleur aéroport du monde, qui est à 5 mètres du parc national et patrimoine mondial de l'UNESCO, Kahuzi Biega. Les touristes peuvent venir partout au monde et aller au parc et revenir et rentrer. L'aéroport de Kavumu peut exporter l'or, tous les minéraux. L'aéroport de Kavumu a plus de passagers, plus que l'autre aéroport. L'aéroport de Kavumu peut exporter le café, les quinquennalités. C'est un des meilleurs aéroports rentables, parce qu'en termes de rentabilité, l'aéroport de Kavumu. Donc, à mon avis, je crois que le gouvernement, pour diversifier son économie, il a intérêt d'investir dans l'aéroport de Kavumu. Et aujourd'hui, Goma l'exige. Vous savez que, pour terminer, l'Est, c'est Nord Kivu qui est la deuxième force politique en RDC. Après Kinshasa, qui a au moins, je crois, 54 députés, c'est le Nord Kivu avec 48 députés. C'est le Sud Kivu qui est la troisième force politique. Il a 32 députés. Le Nord Kivu est la troisième force économique pour le budget national. Après Katanga, après Congo central, Kinshasa, c'est le Nord Kivu. Le Sud Kivu est le 4e et le 5e. Imaginez-vous si vous négligez ces coins-là. Donc, c'est ça l'avenir de demain. Donc, on ne peut pas parler de la RDC sans parler de l'Est
le Nord et le Sud Kivu, Ituri et Nord Katanga Academy. Merci. Merci. Il a promis qu'il ne va pas réaliser. Il a réalisé. Oui, il réalise. Il réalise. Non, moi je il réalise. Ça va des prêts et des accords de crédit déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Votre bureau a reçu la présence du ministre des Finances pour présenter l'économie de ces projets. Je demande au service du protocole de le faire entrer dans l'hémicycle. Il fera entrer en même temps la ministre chargée des relations avec le Parlement ainsi que la vice-ministre des Finances. Chers collègues, nous allons consacrer nos travaux de ce mardi 25 mai 2021 au point ci-après. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de presse numéro 14361 P du 23 juillet 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international en sigle OFID au titre de prêts d'approvisionnement en eau halogène. 2. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 00 15 0042 289 du 19 juin 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre des projets d'aménagement des accès routiers au pont route-rail sur le fleuve Congo. 3. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'espèce du 22 décembre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en cycle, au titre de l'opération de réponse urgente à la crise pour affronter la pandémie Covid-19. 4. Examen et projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 20 00 0032 42 du 28 mai 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole
au titre des frais d'appui au développement rural inclusif et résilient par DRIR ainsi. 5. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des frais 12 501 P du 23 juillet 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre des frais de soutien au secteur agricole au Nord Kivu. Matissa Inca ainsi. 6. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des frais numéro 21 0015 042 0042 445 17 octobre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de la COVID-19. PAPRC ainsi. Honorable député, chers collègues, il est bien entendu que pour un bon déroulement de nos travaux, ces projets de loi sont enregistrés dans le livre bleu et portent le numéro suivant 097 098 099 100 101 et 102. Chers collègues, il y a également lieu de préciser que les 6 projets de loi sont soumis à notre examen en procédure d'urgence et ils constituent de nouvelles matières qui ne figurent pas à notre calendrier de travaux de la présente session. C'est pourquoi, se référant au prescrit de l'alinéa 1er de l'article 146 de notre règlement intérieur, la conférence des présidents avait approuvé des inscriptions à notre calendrier des travaux à l'occasion de sa réunion de mardi 18 mai dernier. Par voie de conséquence, l'Assemblée plénière va devoir, en premier lieu, compléter son calendrier de travaux par l'inscription de ces 7 projets de loi et en second lieu par leur adoption à l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. La première étape, c'est l'inscription de ces 6 projets au calendrier des travaux de la session. Chers collègues, je vous pose la question. Qui sont pour l'inscription de ces 6 projets de loi à notre calendrier des travaux de la session? 7. Merci. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve l'inscription de ces 7 projets de loi à son calendrier des travaux de la session ordinaire en cours. Chers collègues, voici la deuxième. Et au mien propre, j'exprime ma profonde compassion à nos compatriotes du Nord Kivu en général
et à ceux du territoire de Niragongo ainsi que de la ville de Goma en particulier. À la suite de l'éruption volcanique de Niragongo survenue le samedi 22 mai 2021. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévus de nos populations vers les cités voisines de la République du Rwanda. C'est un drame de trop pour nos populations de l'Est, déjà victimes de massacres et d'autres atrocités de la part de groupes armés étrangers, terroristes et locaux. Honorables députés et chers collègues, il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin de superviser la coordination de ce groupe, les autorités provinciales, partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront qu'un effort pour apporter leur soutien nécessaire durant cette période de dire épreuve à l'ensemble de notre population. Aussi, j'implore la grâce de Dieu du défaut sur nos populations de l'Est. Que le Seigneur très haut bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple de vous. L'aménagement des accès routiers. Ça, c'est déjà des Walika. Au pont Raïda. Non, non, c'est pas Jason. Ça, non, ça, c'est le troisième. Jason, c'est un autre. Jason, c'est un autre cas. Mais avant cela, Jason, c'est un autre le cas. président, j'aimerais fingrer une chose. Vous voyez qu'il y a une habitude qui s'est installée dans le chef de l'exécutif gouvernemental. Cette habitude de mettre la chaleur avant le feu. C'est-à-dire qu'on s'engage en matière de dette et on revient 2 jours à une journée pour nous faire travailler rapidement. Moi, je crois que nous devons mettre fin à cette habitude-là. Avant que le gouvernement qui est l'exécutif, qui est notre commandation, je crois qu'il faudra que certains engagements envoient l'aval de la population congolaise représentée par les députés. Là, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Honorable Président, il y a peu, tous ceux qui suivent souvent les médias congolais, que le président du conseil d'administration de la GECAMI a eu à révéler que plus ou moins 100 milliards de dollars ont échappé à notre assiette fiscale. Qu'est-ce que je voudrais relever comme fait sur ce point-là? Si je devais être le conseiller personnel du ministre, de son Excellence ministre des Finances, moi j'allais demander à son Excellence, le ministre des Finances, qui est aussi un des guerriers, qui est un des warriors, de constituer encore une équipe de seniors warriors, et pas de juniors warriors, qui sont dans
son ministère afin de s'arrêter sur les 100 milliards dont on parle. Parce que ça, on parle de 100 milliards et que le ministère des Finances doit citer les dettes de 20 milliards, ça sera les dettes de 1 kilo, 2 kilos. Notre président, moi je crois qu'à un certain moment, nous devons mettre fin à ce genre de dettes que le gouvernement est en train de s'engager. Il faudra que ça commence à passer par ici, qu'on voit ici que c'est nécessaire réellement qu'on puisse aller s'endetter 20 millions, 1 million. Descendons pas au Katanga. Il y a des Congolais ou des Chinois qui viennent, après comme l'a dit le président de la République, ils deviennent millionnaires en une semaine, en 2 semaines, comment est-ce qu'ils vont pour aller nous endetter pour des montants insignifiants? Et je crois que de ce côté-là, j'aimerais demander à son Excellence de constituer une équipe pour faire des suivis de 100 milliards qui nous ont été révélés par une certaine personnalité qui n'est pas la moindre. C'est le PCA de la GECAMINE, de la grande GECAMINE, qui est un des piliers de l'économie congolaise. Et pour finir, honorable président, le projet Railroad dont on parle, je crois que c'est un projet qui a suscité autant de soulèvements de la part de nos collègues du Congo central. Nos collègues avaient souhaité à ce qu'il soit priorisé le projet pour un autre fond. Nous croyons peut-être que ce qu'il a été entendu par le gouvernement, mais hélas, je vois ici, il y a le fameux projet du port en notre fond qui n'est pas écrit, mais honnêtement, celui du pont Railroad. Mais je voulais à ce qu'on puisse nous donner des détails. Le rail va quitter où pour arriver à quel niveau? Et quelles seront les marchandises qui seront transportées? Comment seront constituées les gares de notre population? Comment ils seront embarqués? Quelles seront les modalités d'embarquement? Et qu'est-ce que nous pourrons aussi peut-être amener sur les Brazzaville et encore export? Qu'est-ce qui va se passer comme ici? Voilà un peu le président que nous allons recevoir de la part de son excellence municipale. C'était déjà là. Ce n'est pas un pas encore. Nous sommes une majorité. On nous appelle par définition d'innocents. Nous allons ratifier. Mais cela n'empêche pas, nous puissions relever certaines extrémités. Mais c'est ministre. J'ai entendu un député se dire que vous n'êtes pas quinois. Mais moi, je vous considère comme un grand quinois. Avec les projets Kinshasa et Lenda. Je suis convaincu à l'applicabilité de ces projets des Guinéens d'Ondion, papa ministre. Mais je reviens. Vous parlez de Kin et Lenda, c'est de manière globale. Vous n'avez pas spécifié les choses. Je vous prends un cas, parmi tant d'autres. Quand vous prenez la commune de Kissesu, ce n'est pas une commune urbanisée. Quand vous prenez la commune de Matete, à son temps, cette commune était considérée comme étant la commune la mieux urbanisée de la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se passe? Le zoo de Kissesu se déverse, n'est-ce pas, à Matete. Automatiquement, Matete perd sa beauté. Matete, en tant que commune en elle-même, a un problème de canalisation. Kissesu a un grand problème sérieux, 3 problèmes sérieux. Kissesu a un problème de route, Kissesu a un problème d'eau, Kissesu a un problème, n'est-ce pas, des érosions. Monsieur le ministre, nous qui sommes élus des Mohamed, avec un peu d'intelligence et la puissance mystico-ésotérique, nous avons pu facilement identifier les problèmes de Kissesu. Kissesu a 5 têtes érosives. 5 têtes érosives. Kissesu a un écosystème devant et de Kinshasa avec l'oxygène. Mais vous parlez de Kinshasa et Lenda. Vous n'allez pas spécifier, vous allez commencer par quelle commune et identifier les problèmes de chaque commune. Kinshasa en soi est en voie de disparaître. Kinshasa en soi.
observe quand il y a la pluie. C'est pourquoi je vous ai dit, vous serez assimilé au rang d'un grand quinois. Nous allons vous baptiser un bon jour, un bon dimanche pour ça. Avec la permission du président, on vous baptise grand quinois. Avec ces projets Kinshasa et Lenda. Mais si vous aménagez Matete, sans pour autant toucher les a priori, j'attends par a priori la commune de Kisessou, les zones de Kisessou vont se déverser à Matete, le travail que vous aurez réalisé à Matete sera nul. Je reviens maintenant par les projets Route-Rail Brazzaville. Maintenant, nous sommes des lieux sacrés, qu'on ne puisse pas nous influencer. J'ai entendu certaines personnes ici, les anciens gestionnaires. Les anciens gestionnaires. Ils savent comment ils ont géré le pays. Vous, vous êtes des nouveaux. On vous appelle des warriors. Mais non, Cicéron vous appelle des homonous, des hommes nouveaux. Des homonous, des hommes nouveaux. Vous êtes purs, vous êtes irréprochables devant Dieu. Vous n'avez jamais volé. Vos mains sont saines. Ce n'est pas si on peut applaudir pour le ministre. Ce sont des homonous. Je reviens maintenant, monsieur le ministre. Quand vous lisez un penseur allemand, il a même écrit un ouvrage là-dessus, hostile. Quand dire c'est fait. Adressez-vous à la plénière ou au président. Merci beaucoup, président. Je n'ai peur de personne. Nous sommes majoritaires. Monsieur le Président, quand vous lisez Austin, dans son livre intitulé Quand dire c'est fait, c'est donc on ne s'est pas dit clairement, il faut se taire. Monsieur le Président, nous avons tous suivi le Président de la République. Il nous a rassurés, Monsieur le Président. Nous, les Nécom, on est sensibles avec notre province. On est sensible à ce qui se passe dans notre province. Et notre province est en voie de disparaître. Goma, Matadi sans port, ça ne représente rien. Goma sans port, ça ne représente rien. Nos concitoyens vont disparaître. Mais restons fidèles à la parole du chef. La parole du chef est sacrée. C'est le président qui nous a rassurés. Nous avons tous applaudi ici. Nous allons commencer par les ports à l'eau profonde pour en finir avec celui de Brazzaville. J'aimerais que nous puissions être sages et rationnels. Vous savez, les projets intégrateurs, ce sont des projets qui peuvent nous faire avancer rapidement. Rapidement. C'est une passe en or. Si aujourd'hui nous avons la construction route-rail Kinshasa-Brazzaville, c'est un avantage, même au niveau de la beauté, même au niveau de l'esthétique, je pense. Mais là où maintenant je vous pose la question, pourquoi vous entrez en contradiction? Pourquoi vous entrez en contradiction avec le président de la République? Dégagez un peu cette incohérence-là. Aidez-nous. Pourquoi vous qui devriez, n'est-ce pas, l'accompagner jusqu'au bout? Pourquoi vous entrez en contradiction avec lui? Ça sent mauvais. Il y a une certaine incohérence, une certaine irrationalité. Mais comme nous sommes des lignes sacrés, aidez-nous. Veuillez nous éclairer. Pourquoi une telle contradiction? Je reviens pour chuter, monsieur le ministre. Nous sommes là. Nous allons vous aider. Mais souvent, nos députés, il y a une substance qui nous échappe. À chaque fois, nous-mêmes, nous avons des difficultés. Si nous, députés, nous avons la capacité de défendre les autres et que nous n'avons pas la capacité de défendre nos propres intérêts, c'est grave, c'est dangereux. Nous vous demandons, rassure-nous. Non, le ministre des Finances, excusez-moi, ça va arriver. Rassure-nous avec honnêteté que vous serez différents des autres. Que vous ne puissiez pas être la continuité des CV vis-à-vis des députés. Rassurez-nous que vous serez différents vis-à-vis de nos députés et notre rigueur sera beaucoup plus rationnelle et irrationnelle. J'ai dit, je vous remercie. Il a déjà donné ses frais. Il a déjà donné ses frais. Il a déjà donné ses frais. Merci. Merci, collègue. Honorable Président, chers collègues, j'allais dire que je n'avais plus à dire, mais je vais insister.
le premier problème auquel, ou le premier point auquel je vais insister, c'est le problème du poids de la dette. Tout ce que nous autorisons à ratification aujourd'hui, ce sont des dettes et avec des intérêts. Et des dettes qui vont peser très lourd sur les générations futures. Alors, je voudrais qu'avant que nous puissions voter les prochaines ratifications, pas les ratifications ici, nous allons voter. Mais les prochaines ratifications, je voudrais que le ministre, ou mieux le gouvernement, envoie à la représentation nationale l'état actuel de notre dette vis-à-vis de l'extérieur. C'est important. Parce qu'en 2004 et 2005, j'étais toujours ici, à cette heure. Il y a eu cette question du poids de la dette. Et vous vous souvenez de l'initiative Pays pauvres et très endettés. Il a fallu faire des démarches pour la réduction de notre dette. Et cela a été fait. Mais si vous observez la situation de 2006 à aujourd'hui, cette dette a sérieusement augmenté. Nous devons savoir, comme représentation nationale, la hauteur de notre dette aujourd'hui. La deuxième question, c'est la question des provinces bénéficiaires. Je voudrais aussi que Monsieur le ministre, à la prochaine présentation, qu'il puisse nous présenter un tableau sur la répartition de cette dette selon les provinces. Que nous puissions savoir pourquoi d'autres provinces ne sont pas toujours prises en compte dans les initiatives de la dette qui engagent toute la République. Le premier message, c'est que nous demandons à ce gouvernement, qui est en fait un gouvernement de la révolution, de changement, et nous l'espérons, de mettre les questions qui sont à l'ombre au clair. La première question, c'est la dette. Notre dette aujourd'hui s'élève à combien? C'est parce qu'en 2005 et 2006, nous avions négocié l'effacement de cette dette. Et c'est ce qu'on a appelé l'initiative PPT et Pays pauvres et très endettés. Cela a été fait. Mais si vous voyez la vitesse à laquelle nous avons encore repris avec des dettes de 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est une vitesse qui fait peur. À telle enseigne que nous votons, nous autorisons les ratifications des dettes, mais nous ne savons pas à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Nous risquons de se retrouver à un niveau plus que la fois passée, plus que le niveau de la Deuxième République. Donc il faut que nous fassions attention, c'est parce que toutes les dettes que nous prenons, c'est les générations futures qui vont payer, alors que les générations futures aujourd'hui ne sont pas préparées. Voilà, tous les jeunes sont au chômage. Tous les jeunes que nous diplômons des universités, des établissements supérieurs, universitaires et techniques sont sur la rue. Donc c'est cette génération-là qui est sur la rue qui va porter le poids de cette dette. Nous devons savoir d'abord la dette. De deux, la question de la répartition des dettes, de cette dette selon les aires géographiques de la République. Comment cette dette est répartie. Et de trois, du côté des projets. Les projets que nous votons, que nous autorisons à ratifier ici, généralement ne sont pas des projets innovateurs. Ce sont des projets qui nous mettent toujours dans la situation de dépendance. Alors il faut que le gouvernement soit créatif, qu'il puisse négocier des prêts sur des projets qui seront novateurs, les projets qui vont permettre à la République de produire et de se prendre elle-même en charge. Alors,
l'exemple, si vous voyez par exemple le projet d'eau, adduction d'eau dans la ville de Kinshasa, j'ai essayé de vérifier rapidement dans ma bibliothèque le matin. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, 12 projets, 12 accords de projets sur l'eau à Kinshasa. Quelle est la situation de l'eau à Kinshasa aujourd'hui? C'est catastrophique. Il n'y a pas d'eau dans toutes les communes, dans tous les quartiers, même dans la commune. Il n'y a pas d'eau. Et est-ce que doit-on toujours continuer à autoriser de grosses sommes où il n'y a pas d'évaluation? Non. Cette fois-ci, le gouvernement, le nouveau gouvernement, doit évaluer la question, doit savoir l'argent que nous avions mis à tel projet a produit quoi? Qu'est-ce qu'il a produit? Est-ce que cet argent a ramené à l'amélioration des conditions de vie de ces populations? Sinon, nous allons continuer à voter des accords ou en fait à autoriser des prêts, des dettes, où le résultat sera toujours médiocre et que les fonds vont toujours prendre d'autres chemins que les chemins auxquels le peuple aspire. Voilà notre inquiétude et c'est pour ça que nous voulons que prochainement, quand le ministre va venir ici, qui nous amène d'abord la situation sur l'état de notre dette à la date d'aujourd'hui, de deux, qui nous amène le tableau de répartition de ces dettes, et de trois, qui nous amène un travail d'évaluation. Si l'exécution de chaque dette et de chaque montant que nous avons devoir autoriser. Et enfin, qu'on cesse quand même à prendre des dettes qui ridiculisent le pays. S'ils prennent une dette de 10 millions de dollars, alors qu'il y a des gens qui se promènent dans Kinshasa avec 10 millions en poche. Et là, ce n'est pas honorer le pays. Nous sommes d'accord pour des dettes, pour des projets innovateurs, mais ça soit des dettes qui concernent l'argent que la République manque. Voilà l'essentiel de l'insistance que nous avons voulu demander au ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Honorable Président, je me présente ici pour la seconde fois pour justement faire la même remarque à notre ministre, à l'occurrence le ministre des Finances, qui vient nous présenter un certain nombre de projets et pour lesquels il demande à notre auguste assemblée de ratifier en urgence, comme toujours. Vous avez fait des projets brefs, nous avons bien suivi, mais moi j'ai une question. Je l'ai déjà fait à votre prédécesseur. Prochainement, informer l'Assemblée nationale au moment où vous êtes en train de rédiger vos projets dans vos différents ministères. Nous avons des commissions ici qui peuvent venir participer à ce moment-là et faire des remarques et voir que la répartition est équitable sur tout le pays. Vous entendez des collègues ici qui viennent, qui parlent. Mais il y a des provinces dans ce pays qui n'existent que sur la carte. Adressez-vous à l'Assemblée. Il y a des provinces qui n'existent que sur la carte. Mais quand on prend des prêts, on ne pense jamais à ces provinces-là. Mais s'agissant aussi des prêts, Excellence, Monsieur le ministre, si on doit s'endetter, on s'endette pour des montants raisonnables. Je vois ici un accord de prêt avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Vous sollicitez 10 millions de dollars. 10 millions. Même des petites ONG nationales. Je pense que vous prêtez cet argent. 10 millions, tout un pays. Nous sommes incapables nous-mêmes pour générer cet argent-là. Vous allez nier le pays pendant 30 ans pour rembourser un montant dérisoire de 10 millions. Et nous pouvons voler 10 millions. Je suis un certain temps conseiller à la primature, à l'époque où on pressait le pays à atteindre le point d'achèvement. Mais on va encore nous pousser à atteindre ce genre de point d'achèvement pour appuyer des montants pareils. 10 millions de dollars. C'est ça que le ministre congolais vole 10 millions. J'ai honte. Monsieur le ministre, faites tout pour faire respecter notre pays. Ce n'est pas à 10 millions.
Et avec ces 10 millions, quand on regarde, c'est pour raboter le laboratoire de l'eau. Je me demande si ce laboratoire de l'eau, il faut aller plutôt le reconstruire. 10 millions. Chacun pour 10 millions. 10 millions de dollars. 10 millions. Au sein de votre ministère, l'argent qu'on vole par mois, c'est plus de 10 millions. S'il vous plaît, faites respecter votre pays. J'espère que vous m'avez bien suivi et respectez l'Assemblée nationale. Informez-nous au moment où vous rédigez vos projets dans le ministère. J'ai dit que je vous remercie. Merci, collègue. Merci. Collègue Ngobé. Collègue Gumbelo Sanda. Gumbelo Sanda se prépare. Merci, Président. Ici, c'est la Chambre basse du Parlement. Et c'est ici qu'on parle de politique. Mais la politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer correctement les biens publics de manière à rendre socialement possible les attentes du peuple. Honorable Président, dignitaires lauréats et vous tous mes très chers collègues, mon intervention est axée sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord au titre du projet d'approvisionnement en eau de l'ozone. Bon, il se fait que vous pensez qu'il n'y a pas de député de Kinshasa. Nous sommes là. C'est près ici. L'avenue Ndela Yamai. Communément, le nom propre, c'est l'avenue du tourisme. Mais ce projet est déjà en train d'être exécuté. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. WDC, l'entreprise chinoise, déjà en train d'être exécutée. On va prendre les prêts où l'affectation est déjà connue. Les travaux sont en cours. Allez à l'ozone. Allez à l'ozone. L'entreprise WDC Chine est en train de faire le travail pour 110 000 mètres cubes. J'étais là hier. Et ça, pourquoi on va s'endetter à quelque chose qu'on a déjà en train de travailler? Et puis le verrou. Pourquoi? Et je me souviens des langages d'un juriste. Il s'appelle le professeur Diendoli Kalumba. Il avait dit ceci. Ce genre de comportement est qualifié en vol intellectuel. C'est contre mon frère. Ah non, retirez ça. Retirez ça. C'est contre mon frère, retirez ça. Honorable Président, le deuxième volet de mon intervention tourne autour du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des crédits au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine Kinshasa, dénommé Kin-Elenda. Honorable Président, c'est vrai ici. Moi, souvent, j'ai horreur des fois de comprendre aux sciences, en moi ingénieur. Un prêt d'après l'accord qui nous lie avec les FNU. Les prêts doivent avoir un caractère concessionnaire. Les prêts, la République démocratique du Congo ne peut plus recourir aux prêts non concessionnaires. Mais, monsieur le ministre, il paraît qu'il est économiste. Et je ne pense pas que dans son cabinet, il manque encore des économistes. C'est fait ici, à la particularité de ne pas avoir les caractères concessionnels. Vous savez la difficulté quand on dirait musique pour nous faire sortir de la bouffe.
Le passé Premier ministre Mouzid, c'était sa politique de nous faire sortir du gouffre, du PTT. Vous avez oublié? Mais quand vous vous endettez comme ça, sans la partie concessionnelle, vous devenez de qui? Non, il ne faut pas me faire rire. J'ai l'impression qu'il ne peut être correct qu'un ingénieur. Non, ne me faites pas rire, monsieur l'économiste. Un prêt concessionnel. Vous voulez que je vous définisse? Vous voyez maintenant, ça c'est une honte. Et ça, vous voulez nous ramener encore dans la dette. Qui peut faire ça? C'est de l'école. Ce n'est pas ici. Ici, c'est la sommité de la politique. C'est ici la sommité de la politique. Ce ne peut pas se faire ici. Vous avez des accords avec l'FMI bloqués. Et majorité ici, vous êtes des anciens députés. Moi, c'est ma première fois d'être député. Mais soyons sérieux. Ce projet ici, depuis 150 millions, n'a pas l'élément don. Un projet concessionnel a un degré de concessionnalité qu'on appelle l'élément don. Mais il n'y en a pas. Puisqu'il n'y en a pas, c'est quel genre de prêt ça? Bon. Qu'est-ce que je dois dire? Les études, mes meilleures études sont au Congo ou bien ailleurs? J'ai dit plus. Merci, collègue. C'est une satisfaction. Pourquoi? Parce que nous sommes l'autorité budgétaire. Rien ne pourrait se faire au gouvernement sans que cela ne passe au niveau de l'Assemblée nationale. Normalement, il y a un petit bémol. On aurait aimé que ces projets de ratification, de prêts, nous soient présentés au préalable. On aurait su de quoi il était question, mais là, ils sont en train de nous prendre de vitesse. Mais je plaide, comme beaucoup d'ailleurs de nos collègues, plaide à ce que nous puissions déclarer cela recevable afin que ça soit adopté. Voilà. Nous allons repasser la parole à M. le ministre. Le ministre, vous avez la parole. Honorables députés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec plaisir et engagement que je vais m'exercer à donner quelques éléments de réponse aux préoccupations et questions que vous avez soulevées. Je voudrais commencer par la question qui pourrait paraître la plus difficile, car elle touche un point qui a suscité beaucoup de réactions, je ne dirais pas hostiles, mais réservées. Il s'agit du projet du pont route-rail. D'abord, il est important de souligner que ce projet du pont route-rail n'est pas et ne doit pas être analysé en opposition avec le projet du port de Panama, même si nous savons qu'indirectement, il pourrait y avoir une relation du fait de l'accessibilité améliorée du port de Pointe-Noire pour la partie ouest de notre pays. Mais il s'agit avant tout d'un projet qui s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'intégration africaine, pour laquelle notre pays a pris des engagements au niveau de l'Union africaine, des engagements fermes, et vous le savez, notre pays, la RDC, qui est le seul pays qui a 9 voisins, est aujourd'hui le maillon faible dans la chaîne de l'intégration africaine, car toutes les voies qui ont vocation à relier le nord au sud du continent, l'est à l'ouest du continent, trouvent un barrage en RDC. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous est difficile de ne pas prendre en compte cette dimension, car nous ne devons pas être un problème à l'intégration africaine, mais plutôt une solution. Cela dit, il est clair
et cela a été réaffirmé plusieurs fois par le chef de l'État lui-même, le projet de Banana est la priorité. Et cette priorité ne changera pas. Il l'a réaffirmé à maintes reprises en disant que ce projet de Banana doit démarrer avant celui du route rail parce qu'il s'agit d'un intérêt stratégique national, à la fois économique, notamment pour la province du Congo central, mais plus généralement pour tout l'ouest du pays, mais aussi stratégique et sécuritaire. Parce que le Congo central est et demeurera éternellement la porte d'entrée de notre pays. Ce que nos frères du foin appellent Dita Bianza, c'est-à-dire la porte d'entrée. Et ça ne changera jamais. Et ça a été inscrit et répété par le chef de l'État. Et je crois que ça a été répété ici par les honorables députés. Il n'y aura pas de variation sur ce point-là. Ensuite, il faut savoir que ce projet qui porte sur, je crois, une vingtaine de millions d'unités de compte, ça veut dire un peu moins de 30 millions de dollars, ce projet ne peut pas être confondu avec celui du pont Route-Rail, qui porte lui sur 600 millions de dollars. 600 millions de dollars pour construire ces infrastructures qui vont relier nos deux pays n'a rien à voir avec 26 ou 28 millions de dollars. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons en détail les différentes composantes du projet qu'on a soumis à votre ratification aujourd'hui, il ne s'agit essentiellement que d'infrastructures basées sur le territoire congolais. Congo démocratique s'entend. La composante A, travaux routiers, construction et bitumage des voies d'accès au pont route-rail, c'est-à-dire du fleuve à Maluku et 6 km à l'intérieur des terres dans la commune de Maluku. 6,8 km, y compris les réservations pour la fibre optique, l'aménagement d'un carrefour à 4 branches au niveau du village de Maluku, les prestations de contrôle et surveillance des travaux, les mesures environnementales et sociales, la sensibilisation à la sécurité routière et au respect de la charge à l'essieu. Il est vrai que ça va préparer l'arrivée du pont Route-Rail, mais il ne s'agit pas encore du pont Route-Rail. Et donc nous restons dans la logique de ce que le chef de l'État a dit, c'est-à-dire le Congo d'abord. Et donc, si vous le permettez, honorable député, il n'y a pas de raison, de ce point de vue, que nous nous privions de construire 7 km de route par Maluku qui vont venir améliorer ce coin du pays, ce coin de la capitale, en prévision de développement futur, certes, mais d'abord pour les besoins immédiats. La composante B, il s'agit de la réalisation de forages, d'un centre hospitalier à Maluku, centre hospitalier, la fourniture d'une ambulance, clôture de centre, réhabilitation d'un centre d'accueil pour les malades du VIH-Sida, du choléra, l'éclairage public de la cité de Maluku, la réhabilitation d'établissements scolaires, l'appui aux femmes, rénovation des marchés de Maluku, appui aux activités génératrices de revenus des groupes féminins du quartier de Maluku. Composante 3, c'est les études de réalisation, la réalisation des études détaillées du périphérique de contournement du Grand Kinshasa et des pénétrations, y compris des aspects environnementaux et sociaux. La réalisation d'études détaillées au niveau de la réhabilitation de la RN 43 à partir de Maluku jusqu'au raccordement à la route nationale numéro 1 au carrefour de l'Ansele, y compris les aspects environnementaux et sociaux. Vous comprenez très bien qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, même si l'inquiétude est légitime, il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce qu'on a parlé de l'ouvrage et de penser que la mise en œuvre de ce projet de 30 millions, disons, d'un peu moins de 30 millions de dollars, va mettre en péril notre engagement et nos attentes par rapport au port en eau profonde de Banana. Voilà, chers honorables députés, quelques éléments qui me paraissaient importants pour clarifier et dissiper tous les malentendus en ce qui concerne ce projet, qui reste important et même urgent parce que, quel que soit l'avenir qui nous est réservé par rapport au pont Route-Rail, eh bien, ces infrastructures seront utiles dans l'immédiat. Elles seront utiles pour les Congolais. Bwana Longi, 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 Bwana
Et ensuite, pour terminer sur le pont Routrail, si vous me le permettez, je voudrais simplement vous dire qu'il y a beaucoup de craintes. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable. Il y a beaucoup de craintes qui ne sont peut-être pas vraiment justifiées. Nous avons un pays de près de 100 millions d'habitants. Si nous ajoutons les pays voisins, dont certains sont enclavés, comme la République centrafricaine, etc., nous approchons peut-être de 120, 130, 150 millions. Et bientôt, ça va devenir. Si nous comparons des choses comparables, prenons de la Côte d'Ivoire au Bénin, 4 pays qui se suivent sur moins de 1000 km de distance. Ces 4 pays ont au moins 5 ports, dont 2 ou 3 en eau profonde. Ce sont des grands ports de capacité parfois même supérieure à celui de Pointe-Noire. Et tous ont des projets d'expansion. Ces 4 pays ont 5 ports et qui couvrent à peine 75 millions d'habitants. Et ces pays sont plus riches que nous aujourd'hui, en termes de richesse par tête d'habitants. Nous sommes un des plus pauvres. Si nous sommes aujourd'hui à 300, 400 $ par habitant, nous avons l'ambition légitime de doubler ou de tripler notre richesse par habitant dans quelques années. Eh bien, moi, je suis personnellement convaincu que Banana et Pointe-Noire combinés pourraient être insuffisants. Donc, mettons plutôt l'accent sur ce que nous devons faire dans l'immédiat. Faisons Banana. Et comme Inga, à l'époque, on parlait de Inga en disant que c'était un éléphant blanc, aujourd'hui c'est insignifiant en termes de capacité par rapport à nos 100 millions d'habitants. Je suis convaincu que Banana plus Pointe-Noire d'ailleurs, seront peut-être un jour insignifiants si vraiment nous mettons notre économie à la hauteur de son potentiel. Et cela peut aller très vite. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de faire peur. Il y a simplement matière à travailler, à faire quotidiennement notre devoir. Je voudrais ensuite aborder la question qui est revenue plusieurs fois, celle relative à la planification et aux besoins d'évaluation. Beaucoup de députés ont, à très juste titre, souhaité que la question de l'évaluation soit davantage prise en compte. Et c'est très bien, parce que nous avons besoin de cette évaluation. Tout le monde a besoin de cette évaluation, et c'est votre rôle en particulier. Et c'est ça qui va vous faire progresser. Mais il faut savoir que c'est difficile d'être très pertinent sur cette évaluation. On ne peut pas faire une véritable évaluation dans cette phase de ratification, car comme l'a si bien expliqué le président de notre auguste assemblée, cette ratification est un processus normal dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Mais l'évaluation pourra se faire en aval, dans le cadre du travail parlementaire, tout comme elle doit se faire en amont, dans le cadre de la planification et des processus budgétaires. Aujourd'hui, vous êtes très actifs lorsqu'il s'agit de discuter du budget. Et chacun des députés veille à ce que son territoire trouve son compte. Mais vous savez tous très bien aussi que vu la monicité de nos ressources, l'essentiel des projets ne sont plus financés par le budget de l'État. La majorité des financements viennent des partenaires ou encore des projets du secteur privé. Mais au moment de la validation du budget, ces projets ne sont pas connus, en tout cas pas en détail, lorsque ce budget est présenté devant vous. Donc, il faudra trouver le moyen de renforcer votre évaluation en amont du processus qui conduit à la définition de ces projets. Le premier moyen, c'est à travers la définition du plan stratégique national de développement qui doit être reflété dans les budgets successifs. Il faut peut-être que ce plan trouve le moyen de passer par l'Assemblée parce que c'est la base à partir de laquelle les différents budgets sont établis et c'est également la base à partir de laquelle les différents partenaires au développement s'arriment pour définir leurs projets. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, on peut renforcer. Mais on doit également renforcer le dialogue entre le Parlement, le gouvernement et même ses partenaires pour nous assurer qu'il y ait une plus forte convergence.
d'évaluation qui n'est peut-être pas institutionnelle, mais qui relève de la responsabilité de chacun d'entre vous en tant que ressortissant de territoire. Lorsqu'on discute d'un projet qui a trait à un territoire, ce serait bien que l'on sente la présence des parlementaires. Aujourd'hui, on a beaucoup plus les ONG, la société civile, et peut-être pas assez les parlementaires, alors qu'ils sont concernés par ce projet. Et à ce niveau-là aussi, même si ce n'est pas l'institution Parlement qui intervient, mais les parlementaires, en tant qu'individus, en tant que notables de territoire, doivent s'intéresser au moment où on discute de ces projets, dans les différents ateliers, dans les différents dialogues. À ce moment-là, on aura beaucoup plus de facilité à les faire passer lorsqu'on passe devant vous ici, et ça sera vraiment une formalité, pour ne pas dire qu'est-ce qu'enregistrement, je ne me permettrai pas, mais ça sera une formalité parce que vous serez vous tous dans vos territoires parfaitement au courant de tous ces projets dans leurs détails et dans leur impact attendu par rapport à votre base, à vos bases, à vos électorats. Et c'est à ce niveau-là que chacun veillera à défendre son territoire pour qu'il y ait plus d'équité. Même s'il est vrai que la définition du plan stratégique prévoit cela, parce que lorsqu'on définit un plan stratégique, on définit des objectifs et des priorités en termes de secteur et en termes géographiques, avec des critères objectifs comme la pauvreté, comme la paix et la stabilité. C'est d'ailleurs le critère de paix et stabilité qui a fait que l'Est du pays a été l'enfant chéri des programmes et des projets. Aujourd'hui, c'est plus le centre qui est la partie la plus pauvre et enclavée, qui commence à recevoir un peu plus de financement. Mais il ne faut pas oublier l'ouest du pays, qui est aussi une zone de pauvreté endémique, mais c'est là que c'est au niveau stratégique que tout cela se définit. Et donc, il faut que la voix des parlementaires s'entende encore plus en amont lorsqu'on définit ces stratégies. Pour ce qui est du Maïdombe qui a été cité, il est vrai que ça peut paraître comme une partie qui n'est pas favorisée par les projets, mais il y a des projets en cours, notamment un projet financé par la Banque mondiale, le BIRED, qui concerne le reboisement. Et reboisement qui est une question très importante, pas seulement pour la forêt elle-même, mais parce que ce projet compte également des activités connexes, qu'on appelle les activités socio-économiques génératrices de revenus, qui ont un impact réel sur les populations. Et d'ailleurs, la question de la forêt, si elle est bien gérée, elle peut rapporter beaucoup plus de financement que le budget de l'État et que l'aide traditionnelle. Mais il faut s'en saisir, et il faut que cette partie du pays s'en saisisse parce qu'elle contient une bonne partie de nos forêts. Je voudrais revenir sur la question de la dette qui est revenue à plusieurs reprises. Beaucoup d'inquiétudes ont été formulées sur la question de la soutenabilité de la dette. Il ne faut pas endetter le pays pour revenir à des PPTE. C'est une préoccupation légitime. Mais pour ne pas m'étendre trop longtemps sur cette question, il faut savoir que le surendettement que nous avions connu jusqu'en 2010 était essentiellement dû à quelques grands projets comme INGA notamment, qui avaient été financés par des financements privés très onéreux et qui, à cause des intérêts, plus de la moitié de la dette venait des intérêts, eh bien, nous a mis en situation de surendettement, qui a été aggravé par l'effondrement de la GECAMINE et toute l'histoire que vous connaissez. Aujourd'hui, depuis PPTE, la politique du gouvernement est constante. C'est d'éviter tout endettement qui n'est pas concessionnel. Ces endettements non concessionnels nous permettent d'avoir une dette soutenable. Et depuis que nous avons bénéficié de la réduction de la dette en 2010, nous sommes un des pays modèles, si je peux dire, dans le sens où nous sommes un des pays les moins endettés. Le ratio dette sur PIB, qui est le critère pour évaluer le taux d'endettement d'un pays, est l'un des plus faibles du continent. Nous avons à peine 15% environ de dette par rapport à notre PIB. La limite maximale qui est fixée par les institutions financières internationales est de 70%. Nous avons encore une marge pour nous endetter. Mais la difficulté que nous avons, c'est que quand on s'endette, d'abord il faut pouvoir rembourser, et notre budget est tellement petit, et c'est ça qui nous ramène à un point qui fait consensus, c'est qu'il faut plus de recettes. Notre budget est tellement petit que même si on voulait s'endetter, on n'est pas sûr de pouvoir assurer le service régulier de la dette. Donc on a une capacité d'endettement importante. Quand on regarde ce qui
critères là, par rapport au PIB, mais par rapport à notre budget, qui ne représente que 6% du PIB, notre capacité de rembourser est très faible. Donc nous devons accroître les recettes. Mais nous avons quand même plus de marge de manœuvre, plus de potentiel d'endettement que beaucoup d'autres pays africains. Si on prend notre voisin, le Congo-Brazzaville, malgré ses richesses pétrolières, etc., aujourd'hui, il est autour de 70% d'endettement. Et d'ailleurs, il a des grandes difficultés par rapport à ça. Tous les pays, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont dans des situations similaires, entre 40 et 70%. Nous sommes à 15%, nous pouvons encore nous endetter, mais il faut que cet endettement serve à des projets utiles. Le principe est que les 400 millions ne devraient pas inquiéter par rapport à la dette s'ils sont bien utilisés, parce qu'ils vont créer une activité qui elle-même va accroître le PIB, va accroître les recettes publiques et va faire que dans 12 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'aura plus de difficultés pour les rembourser. Déclare recevable les 7 projets de loi. Nous les envoyons tous pour un examen approfondi à la commission mixte composée des commissions économiques, financières et de contrôle budgétaire et relations extérieures. Vu l'urgence, le bureau invite la commission mixte à mettre le boucher double afin de réaliser les travaux vous confiez dans un délai maximum de 72 heures. Bon, premièrement, je dois dire que la situation, l'éruption volcanique a vraiment créé des dégâts énormes. Et c'est quelque chose qui nous attriste profondément. Et comme vous le dites, en tant que mère, il y a surtout des enfants qui sont morts, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Et c'est une situation qui nous attriste profondément pour nos frères qui sont à l'Est. Mais nous prions le Seigneur et aussi je tiens à féliciter le gouvernement Sama Lukonde qui n'a vraiment pas hésité à y aller. Alors nous les félicitons pour cette réaction beaucoup plus rapide. Et nous savons déjà quelques-unes des mesures qui ont été prises et nous soutenons le gouvernement. Nous sommes ensemble, nous sommes là, nous soutenons. Ce sont nos frères, c'est quelque chose qui se passe dans notre pays. Nous le soutenons, nous sommes là et nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide. Il aide le gouvernement à subvenir aux besoins et voilà, afin que la situation soit au plus vite décantée. Quel est votre message de Bon, je dirais à la population de garder espoir. Le gouvernement a agi, le gouvernement a manifesté déjà, le soutien. Nous sommes là et en tant que députés, nous sommes là, nous poussons et nous observons aussi. Nous apportons aussi notre soutien, nous apportons nos soutiens aussi par la prière. Et nous sommes de cœur avec eux, nous ne les abandonnons pas. Nous pensons à eux toutes les secondes, nous pensons à eux tous les jours. Nous suivons de près ce qui se passe, nous suivons de près les mesures prises par le gouvernement. Et nous leur apportons leur soutien, vraiment, notre soutien. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.